You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think Why don't you wear a suit? I don't want to ceasefire. Have you said thank you once? You're not in a good position. You don't have the cards right now. Great television, I will say that. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Alors ces derniers jours, on a eu un véritable raz-de-marée informationnel sur la dissuasion nucléaire, sur l'OTAN, sur la protection de la France, la protection de l'Europe. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul et d'essayer de réfléchir de manière macro, de manière très large, là où nos médias, par nature, ont plutôt tendance à être dans l'instantanéité. Pour faire simple, plutôt que de courir après la balle toute la journée, on va essayer de regarder dans quelle direction la balle devrait aller et quels sont les pièges. Pour cela, le plan de la vidéo aujourd'hui va être assez simple. Dans un premier temps, on va revenir sur ce que j'appelais dans Au-delà de l'Ukraine, il y a maintenant plus de 2 ans, la dissuasion en 3D. Dissuasion nucléaire, dissuasion conventionnelle, dissuasion industrielle. Et pour être très précis, on va les prendre dans l'autre sens. Et forcément, on va parler un petit peu d'état final recherché, quel est l'objectif, et on va se concentrer un petit peu sur la France, puisque je suis français, 70% des personnes qui regardent ces vidéos habitent en France, et qu'il est probable que vous posiez pas mal de questions si vous avez cliqué sur la minière. Allez, on attaque tout ça juste après le générique. Alors, comme vous le savez si vous suivez cette chaîne, on a bien parlé d'état final recherché. Quel est l'objectif ? J'ai envie de vous poser la question, à l'heure actuelle, quel est l'objectif de la France vis-à-vis de sa protection, vis-à-vis de la protection de l'Europe et même vis-à-vis de l'Ukraine. Nous sommes dimanche soir et au moment où je tourne cette vidéo, il y a de grandes réunions en Angleterre et je vous propose d'essayer d'analyser un petit peu vraiment quel est cet objectif un peu plus en détail dans la semaine. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez arriver des vidéos dès mardi ou mercredi où nous allons vraiment essayer de comprendre et d'analyser les différents scénarios. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la protection de la France et la protection de l'Europe. Alors pour commencer, on va faire un tout petit peu d'histoire. Ces 2000 dernières années, il y a eu 53 très gros conflits en Europe, ce qu'on appelle des conflits majeurs. 49 ont vu la France y participer. Comme vous le savez, Seconde Guerre mondiale, au début de la guerre, les Américains avaient la 12e puissance militaire au monde, et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils sont la première puissance militaire mondiale. L'Europe continentale est un petit peu le club des losers de la Seconde Guerre mondiale. Car n'en déplaise à OSS 117 et à cette citation devenue culte, Apparemment, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. quand on regarde la réalité de l'histoire, il y a pas mal de choses à dire. Heureusement, le général de Gaulle nous a mis du bon côté de l'histoire, et pas qu'un peu, car saviez-vous qu'en 1966, il y avait quand même 187 bases américaines, rien qu'en France. Dans les années 80, 350 000 militaires américains en Europe. En 1999, c'était 120 000. Plus récemment, on était aux alentours des 100 000, et là, on entend parler d'un retrait encore de plus de militaires. Comme vous le savez, les Américains, qui sont donc arrivés avec le débarquement et ne sont pas encore repartis, ont également amené plus tard leur bombe B-61. Et vous retrouvez cette bombe nucléaire chez les Belges, chez les Allemands, chez les Italiens, aux Pays-Bas et même en Turquie, ce qui forcément a plus que joué dans le choix des avions de combat de ces différents pays et notamment dans le choix récent du F-35, seul apte à pouvoir amener cette bombe nucléaire. De son côté, la France, un petit peu traumatisée par Suez, on en avait parlé, a décidé de créer sa bombe et donc vecteur nucléaire autonome. Et c'est notre président de la République qui peut, s'il le souhaite, utiliser le feu nucléaire stratégique avec nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ou avec le vecteur aéroporté, le Rafale, qu'il soit B de l'armée de l'air, qu'il soit M de la marine, avec l'ASMPA. Cela nous donne un poids très particulier en Europe. Et l'autre pays nucléaire, c'est le Royaume-Uni qui n'appartient plus vraiment à l'Europe depuis quelques années. Alors voilà, avec ce parapluie nucléaire, qu'il soit américain ou français ou britannique, avec la chute de l'URSS, tout le monde s'est dit, c'est les fameuses dividendes de la paix,
merci monsieur Fabius, et le budget de la défense, que ce soit en France ou chez nos voisins, est largement devenu une variable d'ajustement jusqu'à ce que l'on connaisse, en 2025, le point le plus dramatique pour l'état des forces européennes. Depuis toujours, j'ai envie de vous dire, parce que même s'il a été décidé de raccélérer un petit peu, eh bien, comme avec un réacteur, vous avez une inertie, et clairement, à l'heure actuelle, au niveau du volume de nos armées, eh ben, c'est pas la fête. Or voilà, il semblerait qu'il commence à y avoir plus que de sérieux doutes sur le fait que l'on puisse compter sur les États-Unis pour nous protéger d'une menace venant de l'Est. Alors, est-ce que cette menace est exagérée ou pas? J'ai envie de vous dire, le militaire, son travail, son devoir, c'est d'être prêt. D'être prêt pourquoi? D'être prêt pour protéger le citoyen, protéger son intégrité territoriale et protéger ses intérêts. Et c'est les politiques qui viennent définir précisément de quels intérêts on parle. Comment est-ce que l'on dissuade un adversaire potentiel de vous attaquer? C'est là où on va rentrer dans le dur. Pour pouvoir dissuader quelqu'un de vous attaquer, il vous faut une armée qui soit suffisamment crédible et dans une quantité telle que, liée à votre géographie, l'adversaire se dit que c'est pas la peine de tenter sa chance. Cette dissuasion conventionnelle ne va être possible que si vous disposez d'une dissuasion industrielle, d'une capacité à produire qui vous permette en cas de guerre de haute intensité de tenir dans la durée. Si vous ne disposez ni de l'un ni de l'autre, ce qu'il vous faut, c'est la dissuasion nucléaire. À l'heure actuelle, la plupart de nos voisins européens ne disposent pas de dissuasion conventionnelle crédible, ne disposent pas de dissuasion industrielle crédible et dépendent donc de la dissuasion conventionnelle américaine et conventionnelle et nucléaire américaine. Alors, quelles pourraient être les pistes si cette protection américaine venait à disparaître? Dans un premier temps, vous avez besoin de cette fameuse dissuasion industrielle. Il faut donc relancer des productions, mais pas juste rouvrir une poudrière dans un coin de la France. Le gros danger à ce moment-là, eh bien, c'est de se dire, ouvrons donc tout dans l'Est de l'Europe, ou faisons produire par l'Est de l'Europe, ça coûtera moins cher en main-d'œuvre, et en plus, ça sera plus près de la ligne de front que l'on veut aider. Et là, ça serait faire exactement l'erreur que de nombreux pays européens ont fait avec les États-Unis, en leur déléguant, en leur sous-traitant la fabrication de leur armement. Vous avez, au contraire, tout avantage à développer votre base industrielle dans votre pays, de manière à rester le plus souverain possible. Maintenant, c'est plus la guerre de 14-18, ni la Seconde Guerre mondiale. Les matériels étant beaucoup plus avancés d'un point de vue technologique, vous allez avoir besoin de matériaux, vous allez avoir besoin de certaines pièces que vous ne pouvez peut-être pas faire directement dans votre pays. C'est ce qui crée toute la complexité en 2025 de cette dissuasion industrielle. À côté de ça, eh bien, il va falloir du volume. Il va vous faire une dissuasion conventionnelle crédible. Comme vous le savez, la France et les Britanniques, on pourrait peut-être envoyer 30 000, 40 000 hommes, mais plus, ça va être compliqué. On manque de capacité de dissuasion conventionnelle. Et si en plus on déploie une partie de notre armée, eh bien on vient prêter le flanc à se faire embêter sur d'autres lieux, en d'autres lieux géographiques, ce qui nous amènerait eh bien, à avoir des vrais soucis en termes de projection à cause de notre format. Donc la grande question est comment faire pour tendre vers cette dissuasion conventionnelle. Alors la réponse, jusqu'il y a quelques années, était plus d'hommes, plus de volume. Et j'ai envie de vous répondre, il faut effectivement plus d'hommes, plus de volume. Vous avez par exemple les Américains qui ont l'Air National Guard, la garde nationale. C'est un axe assez intéressant pour faire croître facilement votre volume. Mais là où encore une fois on peut s'inspirer des Américains, c'est leur stratégie dans le Pacifique face à la Chine. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer en compétition d'un point de vue volume humain, ce que les Américains comptent faire, c'est avoir recours à de très gros drones, comme par exemple les Loyal Wingman, afin d'augmenter la capacité de frappe de leur armée, sans pour autant faire exploser le côté ressources humaines et surtout le maintien en condition opérationnelle de la flotte. Vous l'aurez compris, en 2025, nous avons maintenant cette capacité à faire grossir de manière conventionnelle nos armées grâce à la dronisation. Et pas que le petit drone de 300 grammes, mais également ces drones qui font la masse d'un avion de combat, qui vont accompagner un avion de combat. Et pour un avion de combat, vous mettez une dizaine d'équipiers pilotés par le pilote et ou par l'intelligence artificielle. Alors à l'heure actuelle, ça commence à voler en prototype chez les Australiens, chez les Américains. La France a annoncé qu'elle voulait s'intéresser au problème. Je pense que c'est un axe sur lequel il ne faut surtout pas traîner. Car former un pilote, ça prend 5 à 10 ans. Là où fabriquer ce type de drone et après derrière les stocker, c'est extrêmement facile. Et vous avez le prix d'acquisition
en termes de prix de maintien en condition opérationnelle, eh bien, ça n'a rien à voir avec un avion de combat. Votre drone n'a pas besoin de voler en permanence pour s'entraîner. Donc il y a de nouveaux axes vers lesquels on peut réfléchir à notre armée. Et en France, la manière de réfléchir à notre armée, c'est principalement avec le livre blanc. Et il serait plus qu'intéressant de poser un petit peu les crayons et de réfléchir à quel est l'état final recherché pour l'armée française. C'est pas tout devoir investir, devoir accélérer, devoir investir au niveau européen. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que l'on souhaite en faire? Et ce qui faisait une bonne armée en 2020-2022 n'est absolument pas ce qui fera une bonne armée en 2030. 2035. Et si vous avez encore des doutes, eh bien sachez qu'en 2025, l'armée chinoise a décidé de commander 1 million de drones. On a bien dit 1 million de drones. Alors maintenant, tout ça, c'est bien beau. Mais il y a, comme je disais, une inertie. Comment est-ce que vous faites si vous perdez le bouclier américain? Eh bien, pour garder la crédibilité et la protection face à n'importe quelle menace, sans dissuasion industrielle vraiment en place, ni dissuasion conventionnelle. Le parapluie nucléaire. Or, problème, à l'heure actuelle, la doctrine française, la manière dont fonctionne la doctrine nucléaire française, n'est pas du tout adaptée à, par exemple, protéger l'Europe. Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous seriez prêt à ce que la France ouvre le feu nucléaire avec, par exemple, ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, alors qu'un État balte est attaqué par une division au hasard russe? Alors, juste avant que vous me répondiez, comme je vous ai dit, on est dimanche soir, il y a une grande réunion de 15 nations très importantes au Royaume-Uni, eh bien les États baltes n'ont pas été conviés. Je pense qu'on a la réponse dans la question du coup. À partir de là, si on ne dispose pas de la puissance conventionnelle nécessaire, la réalité c'est qu'on ne pourrait pas faire grand-chose en cas d'invasion des États baltes. Et c'est là où il faut peut-être réfléchir à un changement total de doctrine par rapport au nucléaire. Pendant la guerre froide, on parlait de nucléaire tactique, de nucléaire stratégique, ensuite derrière, on ne pensait plus qu'au nucléaire stratégique. La réalité, c'est que pendant la guerre froide, on avait une dissuasion conventionnelle que l'on a pu, vous l'aurez compris. Utiliser du nucléaire tactique pour venir compenser une absence ou un trou capacitaire dans de la dissuasion conventionnelle est un débat qui mérite d'être posé. Je m'explique. Si vous exprimez clairement le fait que si une division ennemie traverse, rentre dans l'Europe, essaye de prendre les États baltes, que la réponse dans la journée et un vol de Rafale avec tir d'ASMPA sur cette division, vous utilisez la dissuasion nucléaire tactique, on peut dire, de manière complètement différente. Et à l'heure actuelle, ce n'est absolument pas dans nos doctrines, mais cela permettrait eh bien, de compenser l'absence de dissuasion industrielle et conventionnelle crédible à l'heure actuelle en Europe. Le grand changement de paradigme est que jusqu'à présent, dans le cas du nucléaire français, on ne vient pas dire précisément quels sont nos intérêts, à quel moment on vient ouvrir le feu. Vous avez entendu parler de cette notion d'ambiguïté stratégique. Eh bien là, en fait, c'est exactement l'inverse. Vous venez compenser des années de désindustrialisation, des années de déflation au niveau de votre armée par ce changement d'emploi du nucléaire. Maintenant, vous l'aurez bien compris, ça veut clairement dire qu'on va dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde n'arriverait que si les États-Unis arrêtent justement d'apporter cette dissuasion conventionnelle et nucléaire à tout le monde. Maintenant, ce nouveau monde ne se créerait pas qu'en Europe. Vous aurez également forcément des répercussions, par exemple au Japon, en Australie, en Corée, alors que de nombreux pays ont signé le traité de non-prolifération. Je ne serais absolument pas étonné que dans les prochains mois, si ce n'est les prochaines années, on entende parler que le Japon s'intéresse à récupérer une arme nucléaire, que l'Australie y réfléchit également, que la Corée, que l'Allemagne, que l'Italie, que la Belgique, que les Pays-Bas s'intéressent également à ça, car ils ne peuvent clairement plus dépendre du bouclier nucléaire d'un autre pays qui, en l'espace de quelques heures, peut peut-être décider de changer ses alliances. À partir de maintenant, nous allons improviser une nouvelle mission. Alors, si vous me dites ça sort où, tout ça, eh bien, c'est pas nouveau. Sachez par exemple qu'en Allemagne, en 1957, Konrad Adenauer avait émis l'hypothèse d'essayer d'acquérir de l'arme nucléaire. Qu'en 2007, ça avait également été mis sur le tapis par le ministre de la Défense, et que certaines factions de l'AfD avaient également évoqué le sujet en 2022. Il y a un moment, vous l'aurez compris, dans un monde incertain, si vous êtes trop petit, que vous ne disposez pas de l'alliance qui vous permet d'avoir une dissuasion nucléaire et industrielle, vous êtes obligé de vous cacher derrière le parapluie nucléaire. Un pays dont on entend peu parler en ce moment, c'est l'Inde.
plus grand pays au monde. Je vous rappelle que leur ministre des Affaires étrangères avait clairement dit dans une interview en août 2022 « Penser que les autres s'en remettraient à notre sensibilité est une attente irréaliste. Nous devons nous battre pour nos propres intérêts. » Rajoutez à tout ça que 2024 a vu une certaine désinhibition par rapport aux missiles tactiques et aux agressions. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs chemins se présentent devant nos dirigeants, qu'ils peuvent décider de faire le dos rond et l'effort minimum, qu'ils peuvent décider de réaccélérer sur la dissuasion industrielle, sur la dissuasion conventionnelle, que ce soit, encore une fois, en externalisant ou en décidant eh bien, que cela devait être directement lié à leur nation et en gardant les compétences de manière souveraine. Et on verra si la route de la réflexion vers une utilisation différente du nucléaire afin de compenser nos manquements en dissuasion industrielle et conventionnelle arrive sur le tapis, arrive dans la réflexion. Mais pour ça, déjà, il faudrait qu'on remette à plat quel est l'état final recherché, qu'est-ce que l'on attend de notre défense, comment est-elle censée servir la République. Ce qui est vrai pour nous est vrai pour nos voisins également. Et pour ce qui est de l'Ukraine, je vous propose de vous abonner et qu'on rentre un petit peu plus sur ce sujet-là dans les prochains jours. Je vous dis à très bientôt en conférence dans votre entreprise. Demain, on a un workshop avec un COMEX. Ça va être extrêmement sympa. J'espère que cette vidéo vous aura fait prendre un tout petit peu de recul. Dissuasion industrielle, dissuasion conventionnelle, dissuasion nucléaire. Pensez-vous qu'on est à un tournant où il faut peut-être reposer la problématique de la dissuasion nucléaire, mais surtout la manière dont elle peut nous aider à atteindre nos objectifs. Encore une fois, au cas où c'était pas clair, le concept de la dissuasion est normalement de dissuader l'adversaire de vous agresser, car il sait que ce ne serait pas une situation d'avenir. Ça a très bien marché contre l'URSS pendant de nombreuses années. Allumer le poste de télévision en ce moment peut être un petit peu anxiogène. Rassurez-vous, nous avons de la chance d'habiter en France. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et d'ici là, fly safe.